Troisième ville d'Italie, Naples est cernée par 2 volcans actifs. La vie d'un Napolitain ne tient qu'à un fil. Le Vésuve, probablement le volcan le plus connu au monde. Si là, maintenant, on avait une nuée ardente sortant du volcan, en à peine 4 minutes, elle arriverait à la mer. Il a englouti les villes antiques de Pompéi, de Stabi et d'Herculanum. C'était sûrement bien pire que l'enfer. Mais le danger pourrait venir d'un autre ensemble volcanique, à quelques kilomètres de Naples, les champs Phlegréens. La seule chose que l'on puisse faire, c'est d'éloigner les gens avant que l'éruption ne commence. C'est toute la vie de Naples et de ses habitants qui est suspendue à l'humeur de ces 2 volcans. Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. C'est sur la côte sud-ouest de l'Italie que se trouvent les 2 volcans qui entourent la ville de Naples, les champs Phlegréens et le Vésuve. Ici, chaque année, des millions de touristes viennent découvrir le cratère de celui qui a détruit les villes de Pompéi, d'Herculanum et de Stabi. Ce que ces touristes ignorent, c'est que sa dernière éruption date de 1944. C'est un volcan actif, mais il n'est pas le seul dans la baie de Naples. Ici, un volcan peut en cacher un autre. Le sommet du Vésuve culmine à 1281 mètres d'altitude. Il domine l'agglomération de Naples et ses 4 millions d'habitants. Depuis toujours, les sols volcaniques très fertiles du volcan ont attiré les populations qui ont fini par oublier le danger. Aujourd'hui, près de 600 000 personnes sont directement exposées aux menaces du volcan. Les scientifiques le surveillent de près. Adriana Nave est géologue. Elle étudie les traces de la dernière éruption de 1944 pour mieux anticiper la prochaine. Adriana? Oh, voilà. Bonjour. Ciao. Ciao. Ciao, no? Vous êtes caché là dans votre cratère? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, j'étais en train d'observer ces failles qui sont parmi les dernières que l'on trouve encore sur le bord du volcan. Il y a pas mal de minéraux qui affleurent. Ah, c'est magnifique ça. Oui, c'est magnifique comme tu dis. Et puis, c'est surtout l'endroit parfait pour reconstituer l'éruption de 1944. C'est-à-dire la dernière éruption du Vésuve. La dernière éruption du Vésuve. Ce cratère est donc tel que l'a laissé la dernière éruption. Tout ce sur quoi nous marchons et qui compose aujourd'hui le manteau du Vésuve provient de la phase finale de cette éruption. Mars 1944. En pleine Seconde Guerre mondiale, l'aviation américaine filme l'éruption du Vésuve. Quelques jours auparavant, l'Observatoire volcanologique avait enregistré une activité sismique anormale. Le cône qui trône dans le cratère finit par s'écrouler, provoquant des explosions qui vont durer 11 jours, faisant 26 morts et laissant 12 000 personnes sans abri. Est-ce que vous, les géologues qui travaillez sur le volcan, vous avez une idée du scénario qui peut se passer lors de la prochaine éruption? Alors, ces volcans s'appellent des volcans gris. Ces volcans fonctionnent par phases, avec de très longues phases de sommeil, de repos.
Et en réalité, cela fonctionne comme ça. Plus ils dorment, plus ils permettent au magma de s'accumuler dans la chambre magmatique la plus superficielle et forment un énorme bouchon de roche refroidie. Et donc, plus ils dorment longtemps, plus ils pourront provoquer des éruptions explosives. Les habitants du Vésuve, comme moi, ont souvent tendance à oublier cette activité. Les gens qui viennent ici viennent voir le cratère du volcan qui a détruit Herculanum et Pompéi. C'est plus compliqué que ça. La structure volcanique qui a détruit Herculanum et Pompéi a été détruite au cours de l'éruption. Et ce qu'il en reste se trouve sur un bord du versant nord. C'est l'actuel mont Somma. Donc en réalité, c'est lui le volcan responsable de l'éruption la plus célèbre du monde. En 79 après Jésus-Christ, la Somma est un immense volcan qui mesure certainement plus de 2000 mètres d'altitude. Quand survient l'éruption, le volcan est littéralement décapité. Il n'en reste aujourd'hui que le rebord. L'actuel Vésuve est le plus jeune cône qui s'est formé au fil de nombreuses éruptions, la dernière datant de 1944. Nous marchons sur une coulée de lave laissée par cette dernière éruption. Ce type d'activité effusive est souvent associé à tort à la disparition des cités antiques de Stabie, de Pompéi et d'Herculanum. Adriana, ici, on est sur une coulée de lave, mais les gens, ils n'ont pas été tués par la lave. Ce n'était pas une éruption qui faisait des coulées de lave, c'était une éruption explosive avec un phénomène qui s'appelle les nuées ardentes. Effectivement, ce n'est pas la lave qui a tué les habitants. Il n'y a pas eu de lave à Pompéi et Herculanum. Parce que le volcan a commencé avec une énorme colonne de 30 km de haut chargée de morceaux de matériaux. Ensuite, cette colonne de fumée s'est écroulée sur sa base et elle est arrivée tout de suite à Herculanum. Les nuées ardentes sont donc une puissance destructrice qui a peu d'égal sur Terre. Une nuée ardente peut se déplacer à plusieurs centaines de kilomètres par heure, avec une température pouvant atteindre 700 degrés. Les volcans de type explosif qui provoquent ces phénomènes sont les plus dangereux. Si là, maintenant, on avait une nuée ardente sortant du volcan, en à peine 4 minutes, elle arriverait à la mer. Et tout serait dévasté, même ma maison. C'est superbe, non? C'est la plus belle chose du monde. Mais c'est un endroit risqué quand même. Lors de l'éruption de 79 après Jésus-Christ, Herculanum, une cité balnéaire très appréciée des riches romains, était la ville la plus proche du Vésuve, à seulement 7 km du cratère. Elle fut détruite en quelques heures par les nuées ardentes. À chaque fois que je viens à Herculanum, j'ai cette même sensation d'être dans les pas de ceux qui vivaient là, d'être le 24 août 79 après Jésus-Christ. On a presque l'impression d'entendre la rumeur des gens qui vivaient ici. Les balcons sont presque en place. On a cette sensation qui est vraiment d'une vie qui a été figée par le volcan. Mauro Di Vito est volcanologue à l'Institut national de géophysique et de volcanologie de Naples. Une étude précise des 20 mètres de matériaux volcaniques qui recouvrent la ville a permis de mieux comprendre l'histoire de sa destruction. Quand l'éruption a commencé, il était aux alentours de midi. Depuis Herculanum, on voyait des explosions sur le Vésuve et probablement qu'on sentait aussi les tremblements. Et ensuite, il y eut ce nuage de cendres qu'on voyait grandir petit à petit. Tout le monde s'est donc amassé le long de la côte, mais malheureusement, après 6 heures environ, le magma n'a plus soutenu les explosions et la colonne de cendres a commencé à s'effondrer, s'engouffrant à toute vitesse le long des vallées à plus de 100 km/h. Bien évidemment, une fois que ces flux sont arrivés, ils ont atteint les habitants et les ont tués. Ici, on arrive devant une maison qui a été complètement remplie par ces dépôts volcaniques. On voit que le plafond s'est effondré, le bois carbonisé,
Ça a dû être réellement un enfer ici quand ces nuées ardentes sont arrivées. C'était sûrement bien pire que l'enfer. Ce qu'on voit là résulte d'un mélange de gaz et de particules, certaines pouvant mesurer jusqu'à 20 ou 30 cm, mais qui sont des morceaux du même magma. Cette masse, évidemment, s'est engouffrée le long des couloirs et des ruelles, remplissant les maisons. Elle a pu abattre des murs. Ça a déplacé des bateaux, ça a déplacé de nombreux objets, même les plus gros qui ont été emmenés, ou parfois projetés, comme si c'était des missiles. C'est au début du XVIIIe siècle qu'Herculanum fait l'objet des toutes premières fouilles archéologiques. La ville est ensevelie sous 20 mètres de dépôts volcaniques. Il faudra 2 siècles pour l'exhumer complètement et découvrir des rues, des temples, des maisons ou des décorations parfaitement conservées. En 1980, dans des hangars à bateaux, des centaines de squelettes sont découverts. Jusqu'alors, devant l'absence de restes humains, les archéologues avaient cru que la population avait eu le temps de fuir les nuées ardentes. L'effet des nuées ardentes à très haute température a été si intense que l'on retrouve ces corps posés de manière désordonnée, désarticulée. Cette découverte macabre, c'est une des dernières découvertes qui a été faite ici, mais ça a aussi apporté de l'information sur ce que font les nuées ardentes, sur des gens qui subissent ce phénomène. Ces corps ont été étudiés et on a vu que la cause de leur mort est probablement l'étouffement, mais aussi la température très élevée qui les a immédiatement déshydratés. On a parlé de températures de l'ordre de 300 à 400 degrés, évidemment bien au-dessus des températures auxquelles peut résister notre corps. Ici, ils ont été très bien conservés. Les os, les crânes, les dents. Tout cela nous raconte au mieux cette histoire jusqu'alors cachée. Si on étudie bien les fragments, l'ordre des événements, ça devient un peu plus clair. Les destructions d'Herculanum et de Pompéi ont attiré toute l'attention sur le Vésuve. Mais il existe à une dizaine de kilomètres du centre de Naples un ensemble volcanique que les scientifiques surveillent particulièrement. Les champs flégréens, appelés les champs brûlants par les premiers colons grecs. Une partie de cet ensemble volcanique est immergée, l'autre est visible, notamment le cratère de la Solfatara, encore actif. Dans cette zone, que les scientifiques considèrent comme une des zones volcaniques les plus dangereuses au monde, vit près d'1 million de personnes. Les champs flégréens sont connus pour, en particulier, ce cratère qui s'appelle la Solfatara. C'est ici que les volcanologues ont défini ce que l'on appelle en volcanologie une zone de solfatare. Une zone de solfatare est un terrain volcanique où se dégagent par des fissures des gaz, notamment riches en soufre, à une température pouvant atteindre plusieurs centaines de degrés. Pour des raisons de sécurité, l'accès au cratère de la Solfatara est aujourd'hui fermé au public. L'activité du volcan est un bon indicateur des risques d'éruption. Les volcanologues de la région de Naples, comme Mauro Di Vito, que je retrouve, y exercent une surveillance constante. La température des fumerolles est de 23 degrés, l'humidité de 63%. À la distance de 700 mètres. Voyons s'il y a des variations mettant en évidence l'ouverture d'une faille. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? On est en train de faire des relevés avec une caméra thermique placée à distance de la partie latérale du cratère de la Solfatare. C'est une zone hydrothermale très active et on la surveille en permanence.
On surveille également, grâce à des stations fixes à l'intérieur du cratère, cette activité hydrothermale qui parfois suit les éruptions, mais qui dans de nombreux cas les précède. Les champs phlégrains sont aussi connus pour un phénomène qui est un phénomène qu'on rencontre relativement peu dans le monde, qui s'appelle les bradicéismes, ces mouvements de terrain. Oui, le terme de bradicéisme veut dire précisément mouvement lent du sol. On attribue ce mouvement du sol directement à la poussée du magma, puis au résultat de l'augmentation en température des roches. C'est-à-dire qu'une fois les roches réchauffées, la pression du magma à l'intérieur du sol augmente et provoque la déformation de ce sol. C'est un phénomène actif depuis au moins 10 000 ans. C'est dans la ville de Puzzol, en contrebas de la Solfatara, que les effets du bradicéisme sont les plus visibles. Ici, le sol s'est soulevé de plusieurs mètres en une quinzaine d'années, provoquant l'évacuation de tout un quartier. Maria Laura Longo est sociologue. Elle a étudié les effets du bradicéisme sur la population. Cet endroit que tu vois là sous le pont est assez significatif pour comprendre. Dans les années 70, les pêcheurs ont été les premiers à se rendre compte que, plus que le niveau de la mer, c'était le niveau de la terre qui s'était modifié. Pour aller pêcher, il fallait qu'ils baissent la tête sous le pont, et maintenant, ça n'est plus un problème. Alors là, moi qui viens de Normandie, j'ai l'habitude de voir la mer qui monte et qui descend, mais ici, c'est pas la mer qui bouge, c'est le sol qui monte et qui descend. Oui, c'est exactement ce que tu décris. Clairement, ce n'est pas le niveau de l'eau qui change, mais celui du sol. Lors de son enquête, Maria Laura a recueilli la parole des habitants qui ont été évacués. Pour Daniele, qui vivait dans ce quartier depuis son enfance, tout a commencé le 2 mars 1970. On est dans votre quartier? C'est là que vous avez été évacué? Le 2 mars 1970, tout le monde a été évacué. À la fin de l'année 1969, le bradicéisme a commencé à faire monter le sol. Du coup, en mars 1970, il y a eu une évacuation forcée avec les militaires et l'armée. Il y a eu 4 ou 5 jours vraiment épouvantables. Au final, même les irréductibles ont dû quitter leur maison. Personne ne voulait partir d'ici. Mais toi, tu avais quel âge au moment de cette évacuation? Tu étais tout jeune? Oui, j'avais 21 ans. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce phénomène, de ces bradicéismes? Oui, parce que c'est dans nos gènes, dans nos habitudes, dans nos récits. C'est un phénomène qui a toujours existé. Donc ce bradicéisme nous accompagne depuis toujours. Parmi les remontées les plus rapides de ces derniers temps, selon nos souvenirs, ou plutôt selon les miens, il y a celle qui a duré entre 1982 et 1985, où il y a eu une remontée du sol de plus de 2 mètres. Mais la population s'en est rendue compte. Vous avez senti des secousses? Chaque fois que ça remonte, on le sent bien. En 1983, par exemple, j'étais employé de mairie pour la protection civile. On n'arrivait même pas à signer les papiers. Ça faisait trrr toute la journée. 520 secousses en une seule journée. Alors là, est-ce que vous pensez que la présence des volcans dans la baie de Naples, d'une manière générale, ça induit quelque chose sur la façon de vivre des gens? Ça se peut, effectivement. Oui, il y a une légèreté de la vie qui est typique du napolitain. Et peut-être que le napolitain est aussi connu dans le monde pour sa manière de vivre au jour le jour. En fait, nous vivons de cette manière parce qu'effectivement, la vie d'un napolitain, plus que d'autres personnes dans des contextes plus tranquilles, d'un point de vue volcanologique, ne tient qu'à un fil. Depuis toujours, les volcans de la baie de Naples donnent beaucoup plus qu'ils ne reprennent.
Chacun ici a appris à vivre avec les risques des volcans, comme à tirer profit des ressources qu'ils offrent. La construction même de la ville de Naples en est un parfait exemple. Il y a 14 000 ans, les champs flégréens connaissent une éruption cataclysmique qui recouvre l'ensemble de la région de Naples d'une immense couche de matériaux volcaniques. Avec le temps, cette couche de débris s'est compactée et transformée en une roche sur laquelle toute la ville est construite, le tuf jaune. C'est ce même tuf jaune qui a été extrait des sous-sols et a servi à la construction de la majorité des bâtiments. Je marche aujourd'hui dans la partie visible de Naples, mais à 40 mètres sous terre, il existe une autre ville. Et nous y voilà. Donc là maintenant, on va rentrer, on se baisse un peu et ensuite on se relève. Et on avance comme ça sur quelques mètres. Et même quelques kilomètres si on voulait. Allez, viens, on y va. Ça a l'air d'être un voyage au centre de la Terre. Vincenzo Albertini est géologue. Il connaît comme personne les sous-sols de Naples, dont les premières traces de creusement remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, toute la pierre que tu vois ici, c'est la même qu'on retrouve là-haut. Tout ce qui manque ici en bas a été utilisé pour construire au-dessus. C'est comme une ville inversée. Une Naples qui, pour ses 2/3, a ses sous-sols vides. Parce que la pierre a servi à donner forme aux immeubles qui se trouvent en surface. Cette roche, elle a quelque chose de particulier, elle est facile à exploiter, elle est très simple à extraire, parce qu'elle est très molle, simple à modeler, à découper. L'important, c'est que ce type de pierre avait les caractéristiques idéales pour construire des bâtiments à plusieurs étages. C'était une pierre qui résistait bien à la compression. Le tuf a ses propriétés techniques. Naples est vraiment 100% volcanique. C'est tout autour de toi. Tout ce que tu vois dans la ville de Naples, tout a été construit avec cette pierre issue du volcan. Il ne faut pas être claustrophobe ici. Le tuf est un matériau meuble et sa facilité à être taillé a permis dès l'Antiquité la construction d'un réseau d'approvisionnement en eau de toute la ville. Une eau en provenance des hauteurs d'Avellino, située à une centaine de kilomètres au nord-est de Naples. Alors là, nous sommes entrés au cœur de l'aqueduc gréco-romain. C'est la plus grande œuvre hydraulique réalisée par les Romains à l'époque impériale. Imagine, une infime pente permettait à l'eau de circuler sur des kilomètres et des kilomètres, avant d'arriver dans la ville de Naples après 80 kilomètres. On entend l'eau. Waouh! Alors là, le volume, c'est extraordinaire. On est dans l'une des 14 000 citernes. Imagine qu'au-dessus de nous, il y a un immeuble. Il suffisait de faire descendre une amphore ou un récipient de l'époque, et même après la chute de l'Empire romain, ça a continué de la même manière. Il suffisait de descendre un récipient, de prendre l'eau et de le remonter jusqu'à la maison. De fait, chaque immeuble avait sa propre citerne. Viens voir Arnaud. Ça, c'est un puits qui débouchait, et débouche toujours d'ailleurs sur une rue publique. Ici, tu vois, c'était une sorte d'échelle utilisée par les ouvriers. Vraiment simple pour monter. Mets une jambe ici, là tu en mets une autre, puis une main et l'autre main, et tu fais comme ça jusqu'en haut sur 40 mètres. Tu vois comme c'est facile? Bon, je dis pas que j'irai jusqu'en haut avec 40 mètres, mais... Il te faudrait surtout la corde de sécurité que les ouvriers bloquaient en haut. Tout avait été pensé dans les moindres détails. C'est vraiment incroyable. Allez, continuons un peu. Aujourd'hui, la ville de Naples n'est plus alimentée en eau par ce réseau. Ce sont d'autres propriétés du tuf qui sont expérimentées. Sa capacité à conserver une température et un taux d'humidité constant. Alors là, je vais être surprise en surprise, parce que d'habitude, quand on va dans les cavernes, on va y avoir des champignons, et là, ça sent le basilic à plein nez. Prends une feuille pour goûter. Grazie. Vas-y. Buonissimo.
Tu vois, elle est délicieuse, bien dure et parfumée. Naples a eu la chance d'avoir tous ces volcans, plein de volcans. Ça donne plein de vie, beaucoup de travail et un bel avenir. En tout cas, l'odeur est exceptionnelle. Hein. Exceptionnelle. C'est sur le front de mer de Naples qu'on mesure le mieux l'insouciance des Napolitains. Une dolce vita érigée ici en mode de vie, comme un pied de nez aux volcans qui en un instant peuvent tout reprendre.